Il joue à bisous en papa au top. Il joue pas bisous en papa en tol. Il joue à bisous en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passés pour nous mais l'esprit typolo en tête tout toujours pas répéter tourner vos stations. Pendant il joue qu'à attendre nous pour partager émotion. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre émission du mercredi. Bienvenue dans Papa Pas Génité, PPJ. C'est un plaisir pour moi et Jonathan de vous recevoir. Vous connaissez le rendez-vous, 100% parentalité, 100% relationnel. Ça fait du bien de parler, ça fait du bien d'écouter, de récupérer de bonnes clés, des astuces. Comment vas-tu, Jonathan? Ça va tranquillement. Tranquillement? Mon café aller, chalet en pays, chalet en pays. Soleil là, fâché les temps. Soleil là, cabat. Une pensée pour les ouvriers agricoles, les ouvriers en bâtiment, tous ceux qui travaillent sous le soleil, qui sont exposés au soleil. Ah ouais, il fait chaud là ces temps-ci. Ok, n'oubliez pas de vous hydrater, c'est très important. D'ailleurs, je conseille le citron frais. Ça se passe à Ducos, on va vous laisser les coordonnées. Sinon, vous venez sur la page, etc. Très bon jus comment je vais pas dire un jus. Une limonade. Sincèrement, impeccable. Le citron frais. Notez. Tout ça vos stylos, en fait. Là, tout le monde va devoir prendre des notes. Eh bien, c'est un plaisir. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation, de l'aliénation parentale, de la manipulation parentale ou la pression parentale. Alors, on va faire un melting pot, on va mélanger tout ça et on va discuter avec nos chers invités. Donc, deux invités ce soir. Exact. Je vais commencer par Foxy. Comment vas-tu, Foxy? Ben écoute, ça va très bien, Olivier. Merci beaucoup encore de m'avoir accueilli ce soir pour cette émission. C'est toujours un plaisir pour moi d'être là et je remercie tous les téléspectateurs de nous suivre cette émission Papa Pas Génité. C'est nous qui remercions. Très importante. Marie-Alice? Bonsoir. Ça va bien, tranquille? Ça va bien, remercie aussi. C'est cool? C'est cool. Ça va, le soleil ne te bat pas? Ben oui, il était lourd. Franchement, on vit une période assez difficile là, avec la chaleur qui fait en ce moment. Donc là, c'est la team soleil et la team fraîcheur. Je suis avec la team fraîcheur. Donc, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir dans l'émission. C'est pas la première fois qu'elles viennent, mais elles ont toujours, elles ont toujours eu plaisir à venir. En tout cas, c'est ce qu'elles m'ont dit. J'espère que vous tenez parole. Si c'est que vous avez apprécié. Je manque à espérer. Et en plus, elles ont toujours fait en sorte d'apporter quand même des clés, des astuces, leur vision, leur bienveillance à toutes les thématiques auxquelles elles ont participé. Donc, un grand merci de la part de Papa Pas Génité et de Zouk TV aussi. Très important. France, Guyane, Martinique, Afrique, Internet, Facebook, Instagram. On est tous ensemble ce soir. On rentre dans le vif du sujet. On va commencer direct. Ok, qui pose la première question, toi ou moi? Vas-y. J'ai l'habitude de poser la première question. Eh bien, mesdames, messieurs, quelle serait votre définition de l'aliénation parentale ou de la manipulation parentale? Alors pour moi, je ne sais pas si l'un va sans l'autre. C'est vous, comme vous voyez, ne vous battez pas. Qui veut répondre en premier? Le silence, moi je réponds. C'est ça, le silence est d'or. Quelle est votre définition? Qu'est-ce que vous entendez par manipulation parentale? No stress, vous êtes avec Olivier et Jonathan, vous savez déjà. C'est ça. Alors bon, je me permets de commencer du coup. Pour moi, lorsqu'on parle d'aliénation, de manière générale, pour moi, c'est quand on a une certaine influence sur quelqu'un. Quand on parle de manipulation, c'est à peu près la même chose. Pour moi, c'est plutôt dans le sens de l'emprise sur quelqu'un. Et là, aujourd'hui, le sujet, c'est l'aliénation ou la manipulation parentale, ce qui voudrait dire que le parent a une emprise sur son enfant. Alors, les cas où j'ai pu rencontrer ce type de situation avec les parents que j'ai pu accompagner, ce sont des situations qui se sont installées insidieusement dans la relation parent-enfant, où le parent n'était pas forcément conscient de l'impact que ça pouvait avoir sur son enfant, de la torture finalement que ça pouvait être. Et il ne se rendait pas non plus qu'il devenait toxique pour son enfant. Donc, la définition que je peux en faire, c'est ça, et le regard de la situation aussi. D'accord. Marie-Alice? Pour moi, l'aliénation parentale vient de syndrome. C'est un comportement que un des deux parents
adopte envers son enfant, afin, comme elle disait, qu'il y ait une certaine influence sur tout ce qui est psychologie mentale, agit sur le mental de l'enfant, afin qu'il adopte le comportement que le parent veut vraiment que cet enfant-là intègre envers le parent qui veut, en fait, avoir de côté. Voilà. Ça. Et l'enfant inconsciemment arrive à intégrer ce que l'autre parent lui a inculqué, on va dire. Ok, Jonathan. Bon, l'aliénation, ce que moi j'ai pu voir, parce qu'on a préparé l'émission, minimum quand même. Quand je regardais la définition de la manipulation, de l'aliénation parentale, c'était surtout, la manipulation c'était comme un outil à l'aliénation. La manipulation, comment manipuler les enfants, et puis il y avait des mots qui revenaient aussi, c'était l'exclusion d'un parent. Tout à fait. L'exclusion d'un parent, donc c'est prendre parti, c'est de la manipulation, donc il y a un enfant qui est au milieu, il y a des parents qui se déchirent, comme tu disais, inconsciemment peut-être. Des fois, est-ce que c'est conscient? Je pense que oui, parce qu'il y a quand même de la perversion qui peut revenir également. Donc, en préparant la thématique, j'ai pu voir aussi qu'il y avait du vice par rapport à toute cette manipulation. Et ce qui est dommage, c'est que l'enfant est toujours au milieu de tout ça. Donc moi, par rapport à ce que j'entends là de vous, je vais poser ta question en fait. Est-ce que pour vous, l'aliénation parentale est issue du fait d'être en couple ou d'être hors du couple? Est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut être parents séparés? Enfin, du moins, est-ce que c'est que lors de la séparation qu'on peut parler de manipulation ou d'aliénation? Non, du tout. Étant en couple, il peut avoir... un petit peu de citron frais. Étant en couple, il peut avoir de l'aliénation parentale, bien sûr, puisque c'est une question de conflit entre le parent et l'autre parent. Donc, le conflit qui existe déjà entre les parents font que le parent qui essaye que ce parent-là soit rejeté par l'enfant adopte l'attitude qu'il faut. Il y a des couples qui restent longtemps ensemble alors que ça ne va pas. À ce moment-là aussi, l'enfant peut être déjà là, pratiquement, on va dire, formaté, adopte déjà le comportement qu'il reçoit. En plus, on peut se dire que c'est peut-être ça qui cause ensuite les séparations. Voilà. Ça peut être un facteur de séparation, je pense. Oui. D'accord. Non, c'est bien parce que Jonathan me posait la question hier. Est-ce que vous Olivier, parce que pour revenir, parce que j'ai parlé tout à l'heure là par rapport à la définition, j'ai parlé de manipulation, mais il y a quelque chose aussi que je voyais, que j'ai vu lors de la préparation, la confiscation, jusqu'à confisquer l'enfant, tu vois, confiscation de l'enfant par le parent aliénant. Donc c'est vraiment une comment expliquer ça? Pas sanction, quand tu veux, une emprise. Okay. Une emprise vraiment d'un parent sur l'enfant. Et pour revenir par rapport à ta question, la question voilà, qu'on avait préparée ensemble, moi je pense, la différence par rapport à Marie-Alice, moi je pense que les deux parents, les deux contextes, il peut y avoir de l'aliénation. Oui, les deux. Exactement. Il peut y avoir de l'aliénation pour les deux parce qu'il peut y avoir des parents, il peut y avoir dans un couple un parent qui est plus jaloux que l'autre. Donc pour moi ça rentre dans les deux contextes. Aussi bien une famille, aussi bien qu'un contexte séparé. Oui. Excusez-moi, quelqu'un veut dire quelque chose? En fait, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, le plus souvent, dans la majorité des cas, à mon avis, quand on parle d'aliénation parentale ou de manipulation, c'est souvent l'objectif finalement du parent aliénant, c'est de mettre de côté l'autre parent. Ça peut se passer dans un couple où les choses ne se passent pas bien au niveau conjugal, marital, il peut y avoir des conflits entre les parents et finalement l'enfant, comme disait tout à l'heure Jonathan, se retrouve au milieu comme un appât, comme un jouet qui sera manipulé puisqu'il n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants des conflits. Et au final, cet enfant sera utilisé pour avoir
pour avoir envie en fait de pencher vers le parent aliénant. Donc il y a plein de choses, plein d'outils, je ne sais pas si c'est comme ça il faudrait les appeler, mais il y a plein d'outils qui sont mis en place par le parent aliénant, notamment la pression affective, essayer de faire jouer en fait le côté affectif pour que l'enfant soit toujours d'accord avec lui. On va en parler. Hein. Mais d'accord. On va en parler. T'inquiète, je te prépare déjà. On va en parler. Mais effectivement, l'objectif, comme disait Marie-Alice, c'est de mettre de côté l'autre parent. Et c'est souvent ça qui est vu. Justement, ben, je me suis dit, en parlant d'aliénation et de manipulation, je me suis dit, bon, ce serait peut-être bon de savoir qu'est-ce qu'on attend d'un parent. En quoi être parent, ça consiste en quoi, selon vous? Est-ce que tous les parents ont la même vision du rôle, en fait? Eh ben alors, bien sûr, on ne pourra pas parler pour tous les parents, c'est clair. Mais est-ce qu'on a des bases solides qui pousseraient un parent, justement, à éviter de tomber dans cette aliénation, en fait? Il y a beaucoup de parents aussi qui souhaiteraient que l'enfant, pas qu'ils se reconnaissent, oui, qu'ils se reconnaissent à travers leur enfant. C'est-à-dire que à travers, quand ils voient l'enfant grandir, ils souhaiteraient que il se voit grandir avec l'enfant. Et que l'enfant, puisqu'on parlait de ça par exemple la semaine dernière, sur la thématique de la valorisation, entre autres dédicaces pour Patrick Burnet et Muriel Marcos, des parents qui souhaitent tellement que l'enfant suive leur direction qu'ils s'approprient complètement l'enfant. Et moi, je pense que peut-être qu'ils peuvent le faire maladroitement et peut-être aussi des fois par manque de personnalité aussi, je pense aussi. Être parent, c'est quoi? Enfin, c'est pas quoi, mais en quoi ça consiste, être parent? Déjà, être parent, je dirais, hein, je pense que je vais me manger, je ne sais pas. Être parent, avant tout, en tant que citoyen, on a des devoirs. Nous avons des droits aussi, mais le devoir dans l'intérêt de notre enfant. Donc on dit que ce soit mental, que ce soit au niveau de protection, on a beaucoup de devoirs au niveau de nos enfants. Tout doit se faire dans l'intérêt de notre enfant. Et dès que tout cela est accompli et respecté, puisque tout ça est puni par la loi, une fois que ce n'est pas respecté, lorsqu'on voit les séparations et que ça se passe devant un JAF ou autre, la première chose que le JAF va vérifier qu'on ait accompli déjà cette mission envers nos enfants. Voilà. Et après, être parent, c'est selon on dira pas notre bon vouloir parce que le mot serait un peu fort, c'est-à-dire chaque parent sera parent à sa manière, parce que chaque parent a sa carte du monde, a son vécu, a ses transmissions de valeurs. Nous n'avons pas tous les mêmes valeurs, donc les enfants ne sont pas... Déjà, chaque enfant est différent, chaque parent est différent, donc chaque parent apportera sa pierre à l'édifice au niveau éducatif auprès de son enfant. Donc être parent, il n'y a pas de schéma rédigé parent, c'est être ça. C'est-à-dire que c'est comme si on disait que l'amour, c'est ça, il faut faire ça. Il n'y a pas une notice universelle. Voilà, il n'y a pas une notice universelle. Je pense il faut avoir quand même certaines valeurs pour apprendre déjà à vivre en société, pour que cet enfant-là ait quand même certaines valeurs, des notions de valeurs assez fondamentales pour pouvoir s'insérer dans la société. Mais il n'y a pas de notice... pour être parent, quoi. Dès qu'on est dans la bienveillance avec son enfant, je pense qu'il n'y a pas de... Il faut être conscient d'être parent aussi. Voilà, faut être conscient. Parce que je pense qu'il y en a qui ne réalisent pas encore leur rôle, en fait. Même en étant déjà parents, ils ne réalisent pas concrètement que... Voilà, mais il n'y a pas de bon ni de mauvais parents en soi, car celui qu'on va penser être mauvais, tout dépend de son vécu. Un enfant, par exemple, on va même nous dire qu'il est victime de cette aliénation parentale, si on veut. Et un enfant qui a été inculqué, qui a reçu ce schéma-là, demain, il peut reproduire, mais à quel moment ça a été déstructuré? C'est ça. Donc, c'est pour ça que je dis, on ne peut pas avoir de notice. On fait en fonction de ce qu'on a reçu. Par rapport à ce qu'on voit à travers la société, par rapport à tout ce qu'on reçoit, en fait. Donc, je comprends. J'abonde vraiment sur ce que dit Marie-Alice parce que ça me parle énormément. Ça fait beaucoup écho
à l'outil que j'utilise dans l'accompagnement parental, parce qu'on ne l'a pas dit au départ, mais effectivement, pour ceux qui ne suivent pas l'émission depuis le début, vrai. Effectivement. je suis coach parental. Bon, c'est pas grave, je suis coach parental. Et l'approche aujourd'hui que j'ai avec les parents, c'est une approche psychogénéalogique. Stop. Je sais déjà que tu vas me dire c'est quoi ce vieux mot-là. Comment nous appelle? Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la psychogénéalogie, en fait, c'est l'approche de l'âme par les liens transgénérationnels. Ça veut dire les liens qu'on a avec nos ancêtres, les liens qu'on a avec la vie d'avant nous. Et ce que tu dis, Marie-Alice, est tellement fort. Premièrement, on ne naît pas parent, on le devient. Donc, on a des enfants, mais la parentalité en elle-même, c'est tous les moyens qui sont mis en place pour la protection de l'enfant, pour l'entretien de l'enfant, pour l'éducation de l'enfant. Et tout ça revient au centre de l'intérêt de l'enfant. Et ça, tu l'as très bien souligné tout à l'heure, parce que l'objectif d'être parent, c'est de pouvoir éduquer son enfant à devenir un adulte autonome, responsable. On peut mettre plein de qualificatifs. Parce que, effectivement, il n'y a pas de notice, il n'y a pas une manière de faire, il n'y a pas qu'une seule façon d'éduquer son enfant, il n'y a pas qu'une seule façon d'aimer son enfant non plus. Et ça, c'est effectivement à cause ou en raison de nos liens ancestraux, les liens qu'on a avec nos ancêtres, parce qu'on a non seulement le regard par rapport à la société, mais aussi le regard par rapport au schéma familial, le regard par rapport au schéma culturel. L'ADN aussi joue. Et absolument, il y a l'épigénétique qui fonctionne aussi beaucoup dans la façon dont on se comporte. Mais s'il y a bien une notion, en fait, dont on ne parle pas beaucoup, c'est l'inconscient. Et l'inconscient, c'est ce dont on n'a pas conscience, justement, ce qui est là avant nous, ce qui est là dans nos cellules. Dans chacune de nos cellules, on a cet inconscient-là qui est là, des mémoires en fait, hein. Ce sont des mémoires familiales qu'on a en nous, dont on n'a pas forcément conscience, ce qui peut réveiller en nous des émotions. On ne sait pas forcément pourquoi on ressent certaines choses, et pourtant, ça nous amène à poser des actes qu'on ne comprend pas non plus. Et c'est pour ça tout à l'heure que quand tu disais que les parents ne sont pas forcément conscients de la toxicité, tu vois, de l'aliénation qu'ils ont sur leur enfant et tout ça, c'est vrai, parce que pour eux, ils ne savent pas faire autrement. Peut-être qu'ils ne savent pas pourquoi, en fait, mais ils n'arrivent pas à faire autrement. Et il y a ce poids des liens transgénérationnels qui joue beaucoup. Et c'est effectivement ce sur quoi je travaille avec les parents. Et ça me plaît, en fait, qu'on parle d'aliénation et de manipulation parentale, parce que souvent, on est confronté à des parents qui ont des comportements pathologiques, limite, mais qui ne s'en rendent vraiment pas compte, quoi. Et tant qu'ils n'ont pas connaissance de la vie de leurs ancêtres, tant qu'ils n'ont pas connaissance d'eux-mêmes, finalement, d'où ils sont issus, eh bien, ils n'arrivent pas forcément à faire le lien entre les situations, entre ce qu'ils ressentent et la situation qu'ils vivent. C'est pour ça que j'aime dire, l'histoire ne s'efface pas. On peut l'améliorer, mais l'histoire ne s'efface pas. Tu sais, par rapport à ce que tu disais concernant la transmission, concernant, je dirais, les problèmes ancestraux par le passé, il y a des études par rapport à ça, je crois que j'ai pu le dire en radio, à savoir des souffrances héréditaires. Il y avait des expériences, il y avait une expérience avec un rat, où on mettait, il prenait une décharge avec une note de piano. Ok. Voilà. Une femelle? Une femelle? Non, un mâle. Ah, c'est un mâle? Avec un mâle. Ok. Le mâle, avec la femelle, il faisait des petits rats. Dès qu'il y avait cette note de piano, les bébés rats, sans être avec le père, ils s'agitaient. Première génération, deuxième génération, la même chose. Note de piano, les petits rats s'agitaient sans qu'il y ait le mâle. Troisième, et c'est à partir de la 5e génération que les rats ne s'agitaient pas sous cette note de piano. Okay. Donc, aussi complexe soit-elle par rapport à un rat, donc imaginons par rapport au cerveau d'un humain. Donc, avec tous les problèmes, on ne va pas revenir sur l'esclavage, avec toutes les souffrances qu'il y a eu par le passé. Donc, c'est pour dire aussi qu'il y a des mots MAUX
qu'on ne peut pas forcément expliquer par rapport à une souffrance qui était quand même importante et très profonde. Voilà. Mais en fait, les mots MAUX, comme tu dis, sont souvent issus d'une absence de mots MOTS. Parce qu'il y a les non-dits, les sujets tabous des familles. Je ne vais pas forcément rentrer dans le vif du sujet, ce n'est pas l'objet, mais il y a plein de choses qui se sont passées et qu'on ne nous a pas racontées. Il y a plein d'histoires de famille qu'il ne faut pas dire. Mais en réalité, l'histoire de la famille, elle est là, elle est là, elle est là, elle est partout. Et tant qu'on n'a pas conscience, on n'a pas connaissance en fait de ce qui s'est passé, on n'arrive pas à casser ce fameux schéma familial dont parlait Marie-Alice tout à l'heure et qui permet de de se désaliéner en fait. Parce que quand on n'a pas forcément conscience de vraiment la force que l'inconscient a sur nous, on est plutôt amené à vouloir soit être loyal, avoir une certaine loyauté familiale, ou alors une certaine révolte familiale. On veut soit rester dans le sillon familial, faire comme les autres, parce que c'est ce qui a fonctionné pour eux, c'est ce qui a marché, puis c'est comme ça qu'on m'a appris, donc je fais pareil qu'eux. Ou alors, non, je suis révoltée, je suis en pleine crise d'adolescence, je décide de faire exactement le contraire de mes parents. Et donc, je fais différemment et ça va m'apporter mieux. Mais en fait, le fait de vouloir faire différemment que ses parents, c'est peut-être, pourquoi pas, parce qu'on ne sait pas, ça dépend des familles, c'est peut-être faire pareil que ses grands-parents, parce que les parents eux-mêmes, à leur adolescence, ont voulu faire le contraire de leurs parents. Donc, en réalité, on reste toujours dans le schéma familial, un peu pathologique, ou pas. Ça peut être quelque chose de positif, mais on reste quand même dedans, alors qu'en réalité, l'objectif de la parentalité, l'objectif d'être soi-même, c'est d'être soi, justement. C'est d'être non pas comme un tel ou bien tu veux être vraiment différent d'un tel, c'est être moi et faire ses propres choix. Moi, dis autres noter, on va chercher ton stylo. Moi, dis autres, ça va jouer ici, nous va jouer. Non, c'est super intéressant, super intéressant. Est-ce que vous pouvez me citer une situation qui vous vient à l'esprit d'une aliénation parentale? Il y en a plein. Allez, je commence comme ça, vous êtes mêlés. Donner des coups. Pour moi, ça fait partie de l'aliénation parentale. En quoi ça ferait partie de l'aliénation? Non, excusez-moi, ça fait partie de la manipulation parentale. Donner des coups, c'est marquer quelqu'un, faire mal pour qu'il retienne quelque chose. En fait, pour moi, donner des coups, ça n'éduque pas. Ça n'apprend rien du tout, ça fait juste mal et on retient la douleur que ça fait. Pour certains parents, donner des coups, c'est... En fait, pour moi, donner des coups, c'est juste... c'est un raccourci pour faire comprendre quelque chose. Sauf que le coup n'explique pas. Donc, en fait, on est persuadé que donner des coups, c'est quelque chose qui est devenu banal chez nous parce qu'on est survivant. On aime dire, moi j'en ai pris, je suis moins de bout, ça m'a aidé, c'est bénéfique pour l'éducation. Pour moi, c'est juste violent. Moi, j'assume mes propos. Pour moi, c'est violent et ça n'explique pas une situation. Ce qui veut dire qu'on se retrouve dans plusieurs choix, dans plusieurs angles. Soit vous avez des nouveaux parents qui ne veulent pas du tout reproduire ce qu'ils ont reçu à cause des coups. Ils ont reçu beaucoup de coups, donc quand ils ont eu des enfants, ils refusent de donner des coups. Ou vous avez soit des parents qui donnent des coups parce qu'ils en ont reçu aussi. Et pour moi, ça fait partie de l'aliénation parce que ce n'est pas un geste maîtrisé. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris des coups aussi. Et ça, bon, c'est vrai, enfin, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire et puis après je donnerai mon exemple. Les coups, comme tu dis, on appelle ça souvent les violences éducatives ordinaires. Et en fait, c'est vrai que la première chose à dire, premièrement, c'est que c'est puni par la loi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'étude de la société, ce qui est puni par la loi, c'est le fait d'utiliser les coups à tout bout de champ, quoi, en fait. En vrai, c'est d'utiliser cette méthode d'apprentissage comme elle a été utilisée à l'époque pour finalement être dans la domination avec les enfants. C'est de punir les personnes qui utilisent cette façon d'apprendre aux enfants.
de manière quotidienne, de manière... l'enfant fait hic, tu tapes. Enfin, à un moment, il faut aussi être logique, cohérent face à certaines situations. Et je comprends très bien ce que tu veux dire. Après, moi, en exemple de manipulation ou d'aliénation parentale, je serais pour donner l'exemple du parent. Alors, oui, ça peut être en situation de séparation conjugale où l'un des parents refuse que l'enfant voie son autre parent. Pardon. Non, tu continue, excuse-moi. Non, il n'y a pas de mal. Parce que en utilisant des outils ou des moyens vraiment de pression affective et psychologique, en lui disant si tu vas voir ton papa ou si tu vas voir ta maman, ça va me faire beaucoup de peine, ça voudra dire que tu ne m'aimes pas. Là, on est vraiment dans du chantage affectif, en fait, clairement. Et c'est quelque chose qu'on retrouve malheureusement souvent dans la société d'aujourd'hui. Et là où je reviendrai à l'inconscient, c'est que c'est presque devenu une habitude ou une espèce de cocktail qu'on retrouve tellement souvent que les gens trouvent ça normal, une espèce de banalité. Eh ben, on est séparés, tu vois pas tes enfants. Alors c'est vraiment quelque chose que je rencontre souvent, que j'ai déjà vécu moi-même, et je pense qu'il faut vraiment lancer un appel de prudence aux parents qui utilisent ce moyen-là de pression sur les enfants et puis sur l'autre parent finalement, parce que ça n'aide personne en réalité. Les enfants ont besoin de leur figure parentale, surtout quand ils ont la chance d'en avoir en fait. Elles ont la chance d'être présentes, ces figures-là. Il faut pouvoir leur permettre de puiser un peu partout, parce que l'enfant n'a pas été fait seul, l'enfant n'a pas été... ne pourra pas non plus devenir qui il est censé être seul. En plus, c'est l'induire en erreur. C'est aussi l'induire en erreur, lui faire croire que l'autre parent n'est pas intéressé, par exemple, alors que c'est pas ça la vérité. Ou pas capable. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu avais dit par rapport à la violence. Je pense aussi qu'à un certain moment, peut-être qu'il y avait des parents, ils n'avaient pas forcément la connaissance et la pédagogie. La pédagogie, déjà, d'expliquer pourquoi ils vont taper, s'ils doivent taper, et peut-être aussi la connaissance. La connaissance, c'est-à-dire le fait de... Tu sais, il faut expliquer, il faut parler. Il n'y a pas français à expliquer certaines choses, dire que... Donc, ce sera limite plus facile pour certains. Il n'est pas ici à boum. C'est pour ça que je dis raccourci. Tu vois? Ouais. Il est ici à boum. Et puis terminé. À savoir que tu n'as pas expliqué pourquoi tu as tapé, qu'est-ce que tu as fait de mal, les explications, la pédagogie. Et là, je pense que, comme on disait, comme je viens de dire à l'instant, sur la connaissance, je ne veux pas dire l'intelligence, parce que ce n'est pas forcément mon couillon, mais c'est plus que la connaissance et la pédagogie. La pédagogie, oui. Et puis, excuse-moi, Vas-y. et par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, là, par rapport à l'aliénation dans le plan affectif du parent, ce qui est dommage, c'est monnaie courante, comme tu disais. Ça revient régulièrement sur le papa ou la maman, tu vois, genre la manipulation sur l'enfant. Oui, mais tu laisses papa, tu me laisses déjà. Tu ne demandes pas, tu ne peux pas demander à un enfant de choisir entre son père ou sa mère. Tu ne peux pas demander ça à un enfant. Surtout si l'enfant est proche des deux. Sauf s'il y a danger. Sauf s'il y a danger. Mais si l'enfant il est proche de ses deux parents, ça devient compliqué de comment expliquer ça? De faire confronter ça à son enfant, de vivre cette situation-là. C'est comme les jeux sur Instagram. Alors, c'est du divertissement, je comprends, mais je dis que ça peut avoir un impact. Vous voyez les deux parents qui se mettent chacun d'un côté et qui disent à l'enfant viens, pour voir qui vit l'enfant vient. Ah oui. C'est un jeu, il n'y a pas de problème. Mais je pense que s'ils répètent ça sur différents âges, ça peut créer une jalousie d'un parent vers l'autre. Je ne sais pas si l'enfant va toujours vers la mère et à un moment donné, je vais me dire mais comment on est-il là pas ça, ouais, tête-moi, quoi. Tu vois, il y a un truc. Des fois, je peux comprendre, il faut voir un peu léger, mais des fois aussi, il faut aussi se demander si ce genre de jeu peut être adapté à tous les âges, par exemple. On ne sait jamais, parce que moi, j'entends des situations où
Oui, c'est à base de... Déjà, il y a des adultes qui parlent devant leurs enfants. Ils ne parlent pas aux enfants, mais ils parlent devant leurs enfants. Et les frustrations, ils ne se gênent pas pour les propager dans la maison librement, mais l'enfant, il est là, ok, il joue à la console, mais bon, son oreille fonctionne. Et il capte ça. Et en même temps, quand l'enfant va chez l'autre parent, soit il répète ce qu'il a entendu, ou soit il y va déjà en mode braqué. Parce que tu fais du mal à maman. Il intériorise. Voilà, tu fais du mal à maman ou tu fais du mal à papa. Et en fait, nous, des fois, comme tu disais, des fois c'est inconscient. Moi, je dis que c'est conscient et inconscient. C'est-à-dire qu'il y a des attitudes peut-être qui viennent, bon, on ne réfléchit pas tellement, mais il y a des attitudes qu'on a délibérément. On sait que quand on parle fort, tout le monde nous entend. C'est pas quand tu arrives chez toi et que tu parles fort, que comme par hasard, ton enfant, il t'entend plus. Oui, mais peut-être que la personne considère ça comme un moyen de montrer sa force. Aussi. Mais est-ce que ça fait pas de l'aliénation, ça? Alors, pour moi, montrer sa force. Alors, c'est pas forcément de l'aliénation, dans le sens où ça dépend comment la personne le vit. La personne le fait pour montrer sa domination, pas forcément sur l'enfant, mais le fait d'avoir l'habitude de parler fort. Moi, je connais quelqu'un qui a l'habitude de parler fort parce qu'il veut être écouté. Parce que certainement que le schéma qu'il a eu chez lui, c'était que pour que sa maman ou que son papa se fasse écouter, elle devait parler fort ou il devait parler fort. Ouais, je comprends. Donc, il parle fort pour qu'on l'écoute. En fait, c'est-à-dire qu'il y a un besoin caché derrière, il y a un désir caché derrière, c'est le désir d'être écouté, qui révèle un besoin relationnel qui est ultra important. C'est le besoin de se dire, le besoin d'être entendu, le besoin de reconnaissance, d'approbation, etc. Et en fait, lui, c'est peut-être à ce niveau-là, juste là qu'il est. Alors que nous, vu de l'extérieur, forcément, on aura un autre regard, on peut être choqué parce que la personne parle fort et on ne comprend pas pourquoi la personne a besoin de parler fort pour pouvoir se faire entendre en réalité. Alors que la personne en question peut-être se dit qu'elle n'a pas d'autres moyens. Marie-Alice, ça va écrire comme ça. J'oublie vite. Ça, c'est j'oublie vite. Ça, je veux dire. Parce que je vais écrire depuis tout à l'heure. Vas-y, explique-moi. Donc, pour ne pas oublier. Donc, oui, par rapport à la situation, je disais de donner un exemple. Donc, j'ai pas mal d'exemples, mais ce que je vois qui ressort souvent sur le territoire, enfin, c'est lors des séparations, comme Foxy disait, où on cherche vraiment à... On est vraiment dans l'étape, comme on dit, je ne sais pas si c'était toi ou Foxy qui parlait de violence, où on retrouve le dénigrement, la dévalorisation de l'autre parent, cette emprise. Et je pense aussi que le parent qui aura cette attitude envers son enfant, on l'a déjà eu aussi envers le parent. Le parent aussi qui adopte ce comportement a déjà lui-même, comme elle dit, n'a pas conscientisé qu'il a un problème. Alors, qu'il a un problème. C'est-à-dire d'un travail de réparation de ses blessures intérieures, comme elle disait, Jonathan parlait des mots MAUX, mais comme Foxy disait, le corps c'est l'enveloppe en fait de tous nos mots en fait. Plus on ne pose pas les mots MOTS, ça reste dans notre corps. Comme elle dit, les cellules, etc. sont déjà nourries, en quelque sorte, de toute cette négativité. Donc, qui fait que, bien sûr, parce qu'on regarde bien, la mère, elle porte l'enfant, c'est pas, elle la porte à l'extérieur, hein, pendant les 9 mois. C'est bien à l'intérieur, tout est lié. Donc, c'est vraiment transgénérationnel, comme elle dit. Ça se... Dans les gènes... partout en fait. L'enfant il entend un peu de tout autour, donc pendant cette grossesse, etc. Mais l'enfant grandit des fois dans ce climat où il est perdu, car aussi, comme il disait, il n'y a pas forcément cette prévention, cette connaissance au niveau des enfants pour alerter qu'il y a un problème, que c'est pas normal, parce que comment l'enfant peut conscientiser que c'est pas normal? À quel moment il peut conscientiser que c'est pas normal étant enfant, puisqu'il est en train de se construire en tant qu'enfant pour devenir un adulte. Donc il peut pas conscientiser que c'est pas normal. Il vit dans le schéma. Le parent qui met cette manipulation, ce travail d'aliénation parentale envers son enfant,
autour du parent, si on veut, il arrive même à transmettre autour de lui cette réalité qu'il veut faire croire, qui est pour lui la réalité qu'il veut transmettre. Voilà, exactement. Donc, comme il va poser des mots sur l'enfant en disant mais oui, ton père, ça peut être la mère ou le père, hein, ton père est ceci, ton père est cela, machin, etc. Ils ont des attitudes mais tellement subtiles. Ils vont pas dire ton père indirectement. Moi, j'aime pas ces mots-là, mais les tactiques sont tellement subtiles. C'est pour ça que le mot est fort dans la manipulation. Ça sera un travail, mais un travail, comme on dit, comme une drogue douce, on va dire. Comme une drogue douce. Non, on ne connaît pas, mais on va dire comme une drogue douce. Mais comme une drogue, mais on a tous des addictions à quelque chose. Ça peut être, regardez, aujourd'hui, je crois que je suis droguée à la limonade. C'est une drogue douce. Je me suis sentie rafraîchie. Je me verrai boire 2-3 bouteilles. Pourquoi? Ça comble l'émotion. Le message est passé. Les citron frais, je rappelle. Et donc, en fait, dans tout ce travail qui est mis en place subtilement envers l'enfant, la famille va se dire, la manipulation est tellement forte que ça arrive à toucher, à heurter la sensibilité des gens qui y a autour. C'est-à-dire que même, que ce soit au niveau scolaire, au milieu scolaire, que ce soit au niveau, je sais pas, dans un atelier éducatif, on emmène l'enfant au cours, on emmène l'enfant, quel que soit, dans un centre de loisirs, tout le monde va se dire, mais mon Dieu, j'ai changé ce papa ou cette maman, mais elle est formidable. Mais comment il s'occupe, comment il dialogue avec son enfant pendant ce temps, tout ça, ce sont des stratégies. L'esthétique. Voilà, pour mettre en place la manipulation. Et quand l'autre parent a décidé de parler, on va se dire, mais elle a un problème. Elle a un problème, ou il a un problème. Il a un problème, mais c'est pas possible. Parce qu'ils ont une toute autre réalité. Parce que c'est pour ça qu'on dit aux gens, faut pas porter de jugement tant que vous vivez pas la situation. Chaque être, il faut pouvoir écouter les deux versions et aussi analyser. Et même en écoutant, on a toujours des notions qui ne sont pas palpables ou qu'on peut pas voir. C'est-à-dire que la personne va nous raconter ce qu'elle veut raconter. Il y a des choses qu'on peut analyser, mais il y a des choses aussi, comme la manipulation, c'est difficile à cerner. Si on n'est pas dans le domicile, si on ne voit pas sur le comportement, le plus souvent on va le voir à travers l'enfant en fait, puisque l'enfant aura un regard neutre et pourra porter des mots comme il ressent, parce que là il ne sera pas face à ses deux parents, il sera près d'un professionnel où il pourra se livrer, il va se sentir déjà en sécurité, d'où on disait que c'est important dans l'intérêt de l'enfant, le comportement adapté, c'est dans l'intérêt de notre enfant, la protection, la sécurité mentale, et quand l'enfant va retrouver, parce qu'un professionnel est formé, va retrouver cette sécurité, cette notion de confiance, ce lien qui sera créé, l'enfant, il va se livrer, parce que l'enfant a besoin de ça pour se construire. Donc, face à cette situation-là, l'enfant va pouvoir se livrer et pouvoir déjà ouvrir une porte pour aider à déconstruire cela. Bien sûr, si le parent est prêt à accepter à déconstruire ce schéma-là. Mais oui, c'est son choix aussi. Mais il faut vouloir, parce qu'on est quand même dans une société où, comme on dit, transgénérationnelle, où on nous a transmis que les professionnels sont tous aussi fous que nous-mêmes. Comme on dit souvent, professionnel, j'ai appris fou, moi, pas besoin d'aller. Docteur pas agréable à elle, psychologue pas qu'à faire à elle, il y a plus fou que nous, psychiatre capable de médicaments, mais bien besoin de médicaments. Donc, on a tous ces mots-là qui sont forts, qui font que, même au niveau. Je ne vais pas juger les médecins et tout, mais avant tout, je me dis que cette enveloppe-là qui est notre corps, aussi, lui priver de ces mots MOTS, de verbaliser, on va dire, ces mots-là, vont laisser les mots MAUX, comme disait Foxy, à travers notre corps créé, puisque les médecins, ils disent bien dans leurs études que la science n'est pas exacte. Ils le disent fortement, ils ne l'ont jamais démenti jusqu'à ce jour, sauf erreur de ma part. Donc je me dis que au niveau de la psychologie, du comportement humain, les mots qu'on garde, on a déjà dit cellules cancéreuses, on nous l'a toujours dit. Ben, si on ne parle pas, on ne dit pas ce qu'on ressent, c'est qu'on garde toute la négativité en soi qui construit, déclenche toutes ces maladies, ces choses négatives pour le corps. Parce que le corps essaye d'extérioriser ce qu'il ne peut plus contenir. Mais on a un petit corps pour recevoir tout ça de choses toxiques.
Ça me rappelle une situation. Quand j'étais jeune, j'ai souvent entendu. Enfin, il m'arrivait d'entendre des gens dire que. Alors, on disait. À l'époque, on parlait des mères, hein, d'accord? J'étais pas sauté en l'air. Donc, on disait qu'il y avait des femmes qui réagissaient mal lors des séparations parce que l'enfant ressemblait au père. Et comme il ressemblait au père, alors elles étaient acharnées sur l'enfant. Est-ce que ça, c'est une légende ou ça peut être vrai? Je pense qu'en fonction du schéma familial, encore une fois, on peut être amené à retrouver... oui, c'est possible qu'on puisse retrouver encore des parents comme ça où l'enfant ressemble tellement à l'autre parent que c'est limite difficile de vivre avec l'enfant. Pourquoi? Parce que là encore, peut-être que la séparation a été difficile, peut-être que la séparation n'est pas vraiment actée non plus. Et peut-être que le parent à qui l'enfant ressemble aussi a été violent, on ne sait jamais. Aussi. Il peut y avoir plusieurs contextes par rapport à ça. Et ce parent-là n'a pas fait le deuil de cette relation. Voilà, c'est surtout dans ce sens-là. De cette relation. Le deuil de cette relation. C'est ce que je dis. Réparer, c'est comprendre, mettre des mots sur cette colère, parce qu'en général, c'est parce qu'on a une colère envers le père. C'est parce qu'il y a une colère, et mettre des mots sur cette colère. Pourquoi cette colère? Pourquoi tu ressens cette colère? La colère cache Est-ce que c'est bien des choses? Et souvent, c'est quand cette personne-là ne sait pas mettre des mots sur ça, eh bien, ça renvoie ça, un schéma et ainsi de suite. J'ai une situation à vous. Excuse-moi, je t'avais interrompu. Pardon. Ah bon, en fait, non, Marianne, ça a terminé. Excuse-nous, Jonathan. Tout le monde là. Excusez-moi. Non, il y a une situation, un contexte que j'ai constaté autour de moi. Pas autour de moi, mais voilà, en général du moins. Des enfants, lors d'un contexte, par rapport à des enfants par rapport à des parents séparés, le père ou la mère va expliquer à l'enfant, par exemple, si l'enfant a 5 ans, 6 ans, 7 ans, quel que soit l'âge de l'enfant, mon pas raconter ça qui a fait beaucoup aimer. Tu vois? Ne pas forcer pour que quand l'enfant arrive chez le papa ou arrive chez la maman, pour que l'enfant n'ait pas à répéter ce qui se passe chez la mère ou vice-versa. On conditionne quoi pour... Est-ce que c'est une aliénation selon vous? Est-ce que c'est une manipulation? Et au niveau de l'enfant, parce que c'est difficile pour l'enfant d'être entre ses deux parents, d'aller chez son père, d'aller chez sa mère, et que le père, de sentir une pression. Est-ce que selon vous, il ne faut pas mettre cette pression-là à cet enfant-là? Est-ce que l'enfant peut tout dire ou bien lui expliquer? Alors, sincèrement, je serais tentée, en fait, de dire oui, qu'il s'agit d'une manipulation, dans la mesure où l'enfant, à nouveau, se retrouve au milieu d'un conflit d'intérêts, un conflit intellectuel, un conflit, je ne sais pas. Et d'un autre côté, enfin, moi, je comprends parfaitement, j'entends en tout cas, qu'un parent n'ait pas forcément envie que la vie de son foyer, de son cocon familial soit divulguée. Parce que finalement, l'autre parent ne fait plus partie de ce cocon familial-là, du foyer. Mais comme nous sommes aujourd'hui, enfin, je dis nous sommes, nous sommes là aujourd'hui pour l'intérêt de l'enfant, je crois que c'est important de ne pas poser la responsabilité de cela sur l'enfant. Parce que l'enfant ne va pas raconter à l'autre parent ce qui se passe chez le premier parent pour juste raconter. C'est parce qu'en réalité, l'enfant est en train d'exprimer une joie. Il est en train d'exprimer une émotion. Ça peut être aussi de la tristesse, ça peut être de la frustration, ça peut être de la colère. Et en racontant ce qu'il a au fond de lui, il est obligé de raconter le contexte, il est obligé de raconter, en fait, blesser, bloquer l'enfant dans ça, c'est aussi ne pas lui permettre de s'épanouir, de ne pas lui permettre de pouvoir exprimer, en fait, ce qu'il ressent. Donc, à mon avis, ça n'est pas une bonne chose en soi que d'imposer ça aux enfants, parce que ça peut aussi susciter le fait que l'autre parent n'a pas le droit de savoir, parce que, en fait, l'enfant, après, il peut extrapoler beaucoup de choses. Hein. Ça peut créer un trauma, selon toi?
Sincèrement, oui. Ah oui. Pourquoi ça peut créer un trauma? Parce que là encore, ça va être la création peut-être d'un nouveau schéma dans la lignée familiale où il va peut-être inculquer la même chose à ses enfants ou à son enfant. Alors, même si, en grandissant, il sera toujours avec sa compagne ou son compagnon, peut-être que ça peut ça peut avoir un impact sur les relations humaines qu'il aura avec les autres adultes qu'il sera amené à côtoyer. Ça peut avoir un impact sur les relations humaines qu'il va vouloir inculquer à ses enfants lorsqu'il sera grand et qu'il en aura si c'est le cas. Et donc, vraiment, je pense que ça peut faire un effet de boule de neige. Un blocage. Un traumatisme. Moi, je vois ça à double tranchant. Ça peut être un traumatisme, à mon avis, oui. Moi, je vois ça à double tranchant. Alors, effectivement, je pense aussi que ça peut être un trauma, mais un trauma qui peut être dangereux pour tout le monde. C'est-à-dire que, imaginons qu'on interdise à un enfant de répéter ce qu'il voit chez l'un, de ne pas répéter chez l'autre. Admettons que papa prend des coups. D'accord? Je vous donne une situation. Papa prend des coups tous les jours et quand tu vas dans l'autre maison, tu ne peux pas dire que papa prend des coups. Oui. Finalement, l'enfant, il va grandir et ne va pas vouloir exprimer quel que soit le danger parce qu'on lui a toujours interdit de s'exprimer quand il y a danger. Donc lui, il peut prendre le danger comme quelque chose de banal et ne pas dire ce qu'il voit en fait. Ouais, en tout cas, ne pas être... Il va pas être en alerte en fait, il va juste pas forcément ne pas constater. être en alerte, mais il ne va jamais vouloir se positionner à la place de celui qui va sonner l'alerte en fait, parce que pour lui ça peut représenter un danger, parce que pour lui ça peut finalement psychologiquement ça peut se retourner contre lui en fait. Il va penser que ça peut se retourner contre lui et même à l'âge adulte peut-être qu'il aura le même comportement et quelqu'un tombe, ok j'ai pas vu. Voilà, exact. Parce qu'il y a aussi des parents qui vont dire quand l'enfant va commencer à parler, non je veux pas savoir. Non, ne me raconte pas, parce qu'il y a aussi le parent qu'on parlait de deuil, le parent qui n'a pas forcément fait le deuil de la relation. Oui. L'enfant va arriver, ah maman, papa il a fait ci, il a fait ça, on est sorti, on a fait ci. Non, je veux pas savoir. Ouais. Comment donc. Ça fait mal. C'est blessant. C'est blessant et ça arrive aussi. C'est pas évident. Ça arrive ce genre de situation, ça arrive très très souvent. Donc que ce soit pour encaisser l'information ou juste s'exprimer, dire voilà tout bon monde, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Pour moi c'est frustrant pour l'enfant. C'est-à-dire que même quand l'enfant vient se confier, alors on peut ne pas être... Il faut aussi mettre les mots pour expliquer aux parents, on a le droit d'être fatigué, on a le droit de sortir d'une journée de travail, que ce soit homme-femme, où on n'est pas prêt à recevoir, mais on peut le dire aussi par des mots à l'enfant. Je dis à ma fille, tu sais, tu as commencé quelque chose, maman ne va pas te dire, mais tiens, bien note, si tu sais que tu vas oublier, et on en parle plus tard, parce que la maman a super mal à la tête, et elle ne pourra pas recevoir, c'est-à-dire qu'elle va entendre, mais elle va pas, forcément, elle ne sera pas dans le vif du sujet avec toi, et n'aura pas toutes les ressources nécessaires pour répondre à tes questionnements, etc. Donc, prends-le note. Je lui dis ça. Elle est derrière le véhicule. Non, mais c'est vrai, parce que souvent, je la récupère à l'école. Je suis assise à peine en bas. Ok, et j'ai dit waouh. Mais c'est-à-dire, ils sont pas fatigués après une journée d'école et tout. Pourtant, ils sont fatigués. Parce qu'une fois que je lui ai dit ça, elle s'est calmée, elle s'endort derrière le véhicule. Donc, c'est pas qu'elle n'est pas fatiguée. Donc, elle est fatiguée comme moi-même. Mais elle est là. Elle se sent à ce moment-là. Mais il faut que l'enfant puisse comprendre. C'est dans la vie de tous les jours, dans la vie familiale. C'est pas simplement dans l'échange, mais même au moment. C'est-à-dire que même quand l'enfant veut échanger avec vous, on fait quelque chose aujourd'hui, on n'a pas envie de faire la vaisselle, on peut exprimer. Parce que l'enfant, c'est tout le schéma qu'il voit de ses parents qui veut démontrer que la perfection, c'est ça, du schéma familial. C'est pas forcément ça. Mon parent, il est comme il est, il s'accepte. En fait, il s'accepte comme il est, c'est-à-dire cette estime de soi là qu'on va transmettre aussi à l'enfant, de pouvoir dire qui il est, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'il est, ça c'est essentiel. C'est essentiel. Et Foxy disait aussi concernant, si je me rappelle bien, concernant le schéma ancestral un peu de notre lignée et tout, l'enfant, il a besoin de des repères. Donc, l'histoire de dire, je ne veux pas entendre, comme disait Jonathan, que les parents disaient ça. Non.
Car si tu es en phase avec toi-même, tu assumes pleinement ce que tu fais chez toi. Tu sais que tout ce que tu fais ne peut pas nuire à ton enfant. Dans l'intérêt de ton enfant, ce que tu fais, ce que ton enfant voit, n'est pas censé lui nuire. Comme tu disais, tu n'as pas de débat devant ton enfant qui ne sont pas appropriés à son âge. Tu as exactement un comportement dans l'intérêt de ton enfant. Donc pour toi, même s'il raconte à papa ou à maman ce qui se passe, c'est ta vie. Maintenant, c'est à l'autre parent de savoir ce qu'il fait, de ce qu'il reçoit. Voilà. Là, je pense que c'est plutôt cette peur. C'est-à-dire quand on connaît la personne qu'on a quittée, je parle de la situation, de le casting, c'est pas d'une rupture, la personne qu'on a quittée, on a cette peur. C'est vrai qu'on vit souvent avec des peurs du regard de l'autre, comment il va interpréter, les jugements qu'il va porter, etc. Ce qu'il va faire de ce qu'il va recevoir. Mais on ne peut pas tout contrôler. On ne peut pas contrôler ce qui se passe chez nous, ce que l'enfant, les pensées de l'enfant, comment elle va ressentir les choses, comment elle va exprimer ses émotions, puisqu'elle exprime ses émotions différemment que le parent et tout. Ça, on ne peut pas contrôler les émotions de notre enfant. On peut pas contrôler, et contrôler encore ce qui se passe dans le foyer du père. Mais c'est pas possible. Même s'il a répété, comment tu peux lui empêcher de raconter ce qui se passe chez toi de l'autre côté? Non, c'est pas possible. D'où sans interrompre. Il y a aussi l'exemple que tu donnais de cas de violence d'un père battu. On a cet exemple transgénérationnel, comme on disait, au niveau des on appelle ça des gestes incestueux, en fait. Si on regarde bien, l'inceste, c'est bien ça. C'est parce que même lorsque les parents étaient séparés, ils envoyaient l'enfant soit chez le père ou bien chez la mère, et l'enfant vivait ces choses assez cruelles, criminelles, on dira, puisque le viol est un crime. Donc, quand l'enfant retournait chez son parent, il n'était pas cru ou il ne pouvait pas en parler. Parce que ça qui fait, comme on dit, il y a un proverbe qui dit ça qui fait dans les langues, mais carité dans les langues, mais ça qui fait à la terre, carité à la terre. Donc ça qui fait qu'il n'y a pas carité qu'il n'y a pas, ça qui fait qu'il y a maman, carité qu'il y a maman. Donc il y a tout ça qui crée cette sphère-là de négativité. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'on enlève la spontanéité à l'enfant. Le côté spontané de se dire que ça ressort tout naturellement. Quand on commence à dire stop, comme tu disais, mais ce côté-là, là, ça rentre dans la frustration. Donc l'enfant va encaisser, l'enfant va prendre sur soi, et l'enfant ne va pas forcément grandir. Il ne va pas grandir de cette situation-là. Il va se taire, en fait. Mais c'est ça. Oui, en fait, c'est le besoin relationnel de se dire et d'être entendu qui n'est pas réalisé, en fait. Et c'est ça qui va effectivement créer de la frustration, qui va faire que l'enfant va mûrir finalement au cœur de ses cellules cette frustration-là. Et si cette frustration-là n'est pas dite, si elle n'est pas verbalisée, si elle n'est pas exprimée, eh bien, c'est cette même frustration-là qui va se transmettre de génération en génération. Peut-être que sur la 3e génération après cet enfant-là, quand elle sera morte, eh bien, l'arrière-petit-enfant va souvent être frustré. C'est-à-dire que si, je prends un exemple bidon, si quelqu'un lui parle mais que la personne ne la regarde pas, elle se met en colère. Alors qu'en réalité, ce n'est pas forcément un manque de respect. Quelqu'un d'autre pourra avoir un autre regard. C'est pas forcément un manque de respect. Je peux être en train de te parler, mais en même temps, je cherche un mot, je sais pas. Et en fait, la personne pourrait mal le prendre parce que, et sans forcément inconsciemment, parce que dans sa lignée ancestrale, il y a ça qui s'est passé, il y a ça qui a mûri de génération en génération, et là, ça arrive sur elle, ça ressort en elle. C'est se dire à chaque fois, à chaque instant qu'on émet une émotion, se dire à quoi ça nous envoie. On est en colère, pourquoi? J'ai peur, pourquoi? C'est important. C'est mettre des mots, c'est ça, c'est mettre des mots sur ces émotions. Ça m'a mis en colère, mais pourquoi en fait ça me met en colère? Pourquoi je n'accepte pas, pourquoi je n'accepte pas qu'elle me regarde comme ça? Pourquoi je suis énervée qu'il pose ce regard-là sur moi? Pourquoi il me dévisage comme ça? C'est le pourquoi. Et c'est apprendre à se connaître aussi comme ça. Très important. Je pense que tant qu'on n'apprend pas à se maîtriser nous-mêmes, on transmet quelque chose d'erroné. Là, c'est inconscient peut-être, mais il faut vraiment qu'on comprenne qu'on a vraiment un travail à faire sur nous-mêmes avant de blâmer un enfant qui est en train de grandir en fait. Parce que tout ce qui grandit à travers notre transmission. Donc ça ne peut pas être à cause de lui à 2 ans, ça y est. Même si on dit que c'est les enfants qui forment les parents,
ça n'explique pas tout en fait. Il ne faut pas oublier aussi qu'un enfant, c'est une éponge. Hein. L'enfant va prendre toutes les informations. Donc, que ce soit du bon ou du mauvais, il est là pour il va absorber. Il va absorber. Donc, quand on rentre dans cette frustration, tu n'as pas à dire ce qui se passe là, etc., etc. Comme tu disais tout à l'heure là, Marie-Alice, c'est aux parents de savoir ce qu'ils vont dire et ce qu'ils vont faire devant l'enfant. Tu veux cacher certaines choses, eh bien, tu veux pas que l'autre parent soit au courant, cache certaines choses. Tu n'es pas là non plus pour parler tranquillement, ou bien tu ne veux pas que ton enfant puisse dire que telle et telle personne est passée dans la maison, eh bien, tu fais ça autrement. Sinon, assume. Soit tu assumes, soit tu fais autrement. Être en phase avec soi. Il faut être aligné avec ce qu'on fait. Il faut être... c'est-à-dire que tout à l'heure, tu parlais du regard extérieur. Le regard extérieur a un poids tellement lourd en fait sur notre dos, sur le dos de la société aujourd'hui, qu'on a vraiment du mal en fait à pouvoir s'épanouir, à pouvoir décider d'être soi. Parce qu'on aura peur du qu'en dira-t-on, on aura peur du regard familial essentiellement, on aura peur du regard des proches de manière générale, parce que des gens... Le regard et des dires. Oui, le regard, c'est-à-dire c'est ça l'opinion finalement des autres, parce que les gens nous ont connus pendant nos 30 premières années de vie, et puis à 30 ans ou à 33 ans, c'est la révolte, c'est le bouleversement... psychologique, c'est le bouleversement existentiel. On prend conscience de certaines choses, on se renseigne, on s'informe, on se forme aussi, et on décide de faire autrement, on décide de fonctionner autrement, on décide de vivre autrement, on décide de devenir végétarien, je prends un exemple bidon, on décide de ne plus avoir de voiture, de fonctionner qu'à vélo. Les gens ne nous reconnaissent plus. Et souvent, quand on a la peur en fait de prendre ces décisions-là de vie, c'est souvent parce qu'on a peur du regard de l'autre. Et quand on arrive à se libérer, à s'affranchir clairement du regard extérieur, on arrive à vraiment découvrir qui on est, à se responsabiliser, parce que parfois, quand on essaie de faire cette introspection en soi et qu'on arrive à déceler qui on est, parfois il y a des choses qui ne sont pas forcément drôles, hein. Il y a des gens qui peuvent finir par se découvrir et se dire je suis nympho, en fait c'est ça mon problème, je suis nympho, mais je ne dois pas en avoir peur. Je ne dois pas en avoir peur, j'ai besoin du contact physique pour me sentir aimée, mais en fait peut-être que je ne suis pas nympho en fait. Peut-être que j'ai juste ce besoin-là, le langage de l'amour qui me correspond, ce sera le contact physique. Ça ne veut pas forcément dire que j'ai un problème avec le sexe, que j'ai un problème avec l'amour, mais c'est qu'il faut que j'apprenne à me connaître. La mention est mon gapono. Ah oui. Non, mais il y a aussi, moi je pense aussi que nous sommes notre petite Martinique, tout le monde connaît un peu tout le monde. Il y a aussi ce côté-là, le côté que dira-t-on, qu'est-ce que Tati va dire, qu'est-ce que Mamie va dire, qu'est-ce que la voisine va dire. Donc il y a ce côté-là qui nous renferme, et vu qu'on se renferme par rapport à ça, on va pas entrer dans une émancipation, on va pas forcément découvrir autre chose, on va toujours se renfermer. Qu'est-ce que vous pensez du fait de comparer les enfants? Non, on ne peut pas comparer les enfants. Tu as dit qu'on ne peut pas? Mais non, on n'est pas dans un jeu de société. D'accord. C'est bien, ça bien. Vous allez m'expliquer tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que les enfants ne sont pas des pions. De la même manière... C'est la même idée. De la même manière qu'on ne peut pas les aimer de la même façon, je crois qu'on ne peut pas non plus les comparer parce que ce sont des êtres uniques et qu'ils ne fonctionnent pas pareil, ils n'ont pas la même vision des choses. Mais est-ce que c'est pas ça qui crée la comparaison, justement? Mais tu ne peux pas comparer S'ils sont différents. tu vas pas comparer... J'avais dit une bêtise par rapport à la limonade, mais tu peux pas comparer une serviette et un torchon. Pourtant, ça peut parfois servir à la même chose. Hein? Foxy, est-ce que moi tu as dit aimer de la même manière? On peut aimer un enfant plus que l'autre?
Alors qu'un justement, autre. je parle de la façon d'aimer. Mais la façon. Non, Tu mais- peux pas aimer. Non, mais là, c'est notre question. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Et cette question-là me revient tellement souvent qu'elle me fait pas peur. Parce que en réalité, tu ne peux pas aimer un enfant plus que l'autre. Par contre, tu peux avoir des affinités plus importantes avec l'un de tes enfants parce que il te ressemble plus. Mais pour autant, ça ne fera pas que tu l'aimes plus que l'autre. Parce qu'en réalité, l'autre, tu seras obligé de l'aimer différemment. Tu seras obligé parfois d'avoir des activités différentes parce que l'enfant va s'intéresser à autre chose ou tu vas préférer passer des moments différents avec celui-ci. Il y en a qui vont aimer, qui vont préférer faire de la peinture avec un enfant parce qu'il a un caractère plus posé, plus à même au style artistique, et puis un autre où tu sais que tu vas le mettre avec de la peinture, il va te mettre de la peinture partout, donc tu vas peut-être plus apprécier d'autres moments avec l'autre enfant. Donc ça ne veut pas dire que tu l'aimes plus ou que tu aimes celui-ci plus, mais Ça tu existait quand l'aimes. même. Hein. Faudra lui expliquer, faudra leur expliquer. Voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est important déjà d'expliquer aux enfants, comme tu dis, leur singularité. Voilà. La singularité, c'est quelque chose qui est primordial. C'est vrai que ça fait pas partie des choses qu'on nous a apprises, nous, dans notre enfance, mais la singularité, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. La singularité, c'est ton identité propre. C'est ta personnalité, c'est ce qui te fait vibrer. Et ce qui est important que les enfants puissent comprendre, c'est d'une part que eux, ils ont cette unicité-là, mais que nous aussi, en tant que parents, on l'a. Donc, il y a des choses sur lesquelles on va vibrer plus les uns avec les autres, d'autres moins, mais ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas tous. Tu sais, quand je parle, il y a une certaine époque, de nos parents, de nos grands-parents, quand il y avait peut-être un enfant qui était plus clair de peau, on disait que le parent il préférait plus cet enfant-là. Ou bien si par exemple le papa, la maman, il y avait plusieurs papas différents, si elle avait eu plus d'amour pour l'un des pères, elle aimait plus cet enfant-là. Donc il y avait aussi beaucoup cet amour-là. Il y a beaucoup d'inégalités. Cet amour-là. Cette comparaison-là, tout à l'heure, là, tu parlais de comparaison, il y a des parents qui comparaient, qui étaient vraiment dans la comparaison, faisaient ressentir vraiment à d'autres enfants que, moi, si mes frères-là, qui où Mais ça a forcément créé. Mais oui, ça arrive en fait. Je ne le retrouve pas dans ma génération. Je n'ai pas vraiment encore vu autour de moi. Je pense que oui. Je n'ai pas encore vu. Hein. Ah, encore J'ai pas encore vu. Parce que c'est très rare qu'ils ont de nombreux, autour de moi de nombreux enfants. Ou que je reçoive des parents qui ont. J'ai toujours vu des parents qui ont des enfants, mais ça va en tout cas. Au niveau de l'amour, ils ont bien compris cette différence de chacun qui est totalement unique au niveau de la personnalité de nos enfants, mais je retrouve ça beaucoup dans les anciennes générations où ça transmet. Bon, alors ça veut dire que ça, comme on dit, hein, ça suit la lignée, donc ça sera transgénérationnel. En général, les enfants, les petits enfants, ça se répercute. C'est-à-dire où il y a le côté où ça arrivait souvent chez les mères ou le père qui préférait ce fils-là parce qu'il, comme on disait, il se retrouve à travers ce fils-là. Donc, il fait qu'avec ce fils-là, souvent. Mais c'est souvent parce qu'on n'a pas appris que oui, tout heureux se trouve en celui-ci, mais il ne faut pas délaisser les autres. Parce qu'ils ont besoin aussi de cette attention, ce moment avec eux. Donc, tu te retrouves par-ci, allez, on va dire foot avec cet enfant, mais peut-être l'autre enfant, l'autre fils, ben tiens, il aime jouer au piano. Le piano. Il aime jouer au piano, même si toi tu n'es pas piano, mais peut-être que tu lui accordes du temps, ne serait-ce qu'à le voir à un concert où il va jouer. Pourquoi ne pas y aller? Donc c'est pas voir son miroir à travers l'enfant, c'est-à-dire ce qu'on aime va faire qu'on s'intéresse à l'enfant. Non, il faut apprendre à connaître son enfant et à l'apprécier pour ce qu'il est, de la même manière que l'enfant va faire aussi, nous aussi parents. Les parents, je ne sais pas qu'est-ce que nos enfants peuvent se dire de leur tête. Bon, je vais préférer avoir notre maman et notre papa. Hein. Ça arrive. On a tous, non, mais on a tous dit ça à un moment. Ah, si ma maman ou mon papa était comme ça, on a tous dit ça à un moment. Quand on aimerait qu'il ait les parties. Pas moi. Mes parents, ils étaient beaux. Non, pas la beauté. Non, pas concernant
pas concernant la beauté, mais il suffit que ton parent t'ait dit ou pas qu'à sortir à tel anniversaire, tu sors pas, tu n'y vas pas. Ah non, si tu entends telle copine, tel copain te dit, mais il y va. Tu dis, ah ouais, si maman était plus cool, mais laissez sortir chez elle. Ah ouais, tu vois. Donc c'est ce côté-là où on veut que cette personne soit le reflet de notre miroir, en fait, mais c'est cette notion-là qu'il n'y avait pas avant justement, voilà. dans les familles du passé, il n'y avait pas cette notion-là, c'est-à-dire que plus l'enfant te ressemblait, ça voudrait dire que plus tu avais réussi son éducation. Exactement. Et en réalité, ça c'était pas basé sur ça. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est bien, c'est qu'on a la chance de pouvoir avoir cette ouverture d'esprit, mais aussi l'ouverture sur le monde, parce qu'aujourd'hui, celui qui n'a pas de connaissances, c'est un choix. Je le dis franchement, on a trop de moyens, on a trop d'outils, on a trop d'internet, trop de Google, trop de Wikipédia pour se dire, eh ben tiens, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas où je ne veux pas savoir, ou que j'ai vraiment pas posé ma tête sur le sujet en question pour pouvoir m'y intéresser. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a la chance de pouvoir comprendre qu'en tant que parent, il ne s'agit pas d'avoir un enfant qui nous ressemble, mais il s'agit, dans l'intérêt de l'enfant, de lui permettre d'être lui. Autant que nous, on a réussi à être nous-mêmes, à être soi. Et quand tu disais tout à l'heure, effectivement, l'enfant qui va aimer faire du football avec, plutôt le parent qui va aimer plus cet enfant-là, qui aurait aimé cet enfant-là plus parce que cet enfant-là fait du football et que lui, il aime du football, c'est souvent parce que lui, il n'a pas reçu l'affection dont il avait besoin. Voilà, pas qu'il fallait, parce que en réalité, c'est vraiment, je pense que c'est unique par enfant. Mais effectivement, peut-être que c'est parce qu'il n'a pas reçu l'affection dont il avait besoin. Donc tout ça, ça va rentrer dans l'aliénation inconsciente, comme tu disais. Hein. Voilà. À travers tout ça, là, tous ces exemples-là qu'on a pu aborder là. Absolument. Ça va rentrer dans l'aliénation inconsciente du parent qui va faire des choses même sans se rendre compte. Est-ce que... ça vient d'arriver. Excusez-moi. Est-ce que c'est aliénation inconsciente ou c'est de la maladresse? Non. Désolé, le gars il a tombé, hein. Désolé. Est-ce que Parce que ça peut être de la maladresse. Quand j'essaie de comprendre ce que vous dites, Moi, c'est la même chose. c'est que... Pour toi, c'est la même chose? Oui, moi je pense aussi. Donc l'aliénation, ce serait plus une maladresse. Inconsciente, tu as dit. Inconsciente. D'accord, l'aliénation inconsciente est une maladresse. Oui. D'accord. Parce qu'en fait, la personne se base sur les schémas qu'elle connaît, la personne va se baser sur les expériences qu'elle connaît, et pour elle, c'est la normalité. De fonctionner de cette manière-là, c'est la normalité. Quelqu'un qui fonctionne comme ça, pour moi, c'est vraiment de l'inconscient. C'est l'inconscient qui parle en priorité. Là, il ne fait pas exprès. Voilà. Là, il ne fait pas exprès. Là, si par exemple, il faisait exprès, tout était calculé, là, ce serait de la perversion. Ce serait de la perversion, ce serait de la manipulation. Là, quand on parle de manipulation, ce serait vraiment s'il faisait exprès, s'il était conscient de ce qu'il faisait, tout était calculé. Là, c'est autre chose. Jonathan, je reviens à toi. Ah, si tu voulais dire quelque chose. J'allais venir à lui aussi, il parlait de perversion. Je pense aussi, dans l'exemple que tu donnais, je pense que tu voyais le côté pervers de certains parents envers d'autres enfants, si je ne me trompe, hein, puisque Foxier a expliqué un volet où le parent est quand même inconscient de ce qu'il pose, mais on a le côté, si tu veux, aussi j'ai pu voir sur le territoire qu'il y a des parents qui ont ce côté pervers, hein, c'est-à-dire qu'ils montrent leurs enfants, alors dans des préférences, comme tu disais, qui montrent les uns contre les autres. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, voilà. Donc, je retrouve que la perversion, comme tu disais, à ce niveau-là. J'ai dit aussi tout à l'heure, au début, je disais, il y a du vice aussi. Hein. Il y a du vice. Hein. Diviser pour mieux régner. C'est ça, c'est exactement ça. Parfois, les gens pensent qu'ils n'ont pas d'autre moyen que de fonctionner de cette manière-là, avec la devise diviser pour mieux régner. Parce que ça leur permet aussi d'avoir l'attention sur eux. Et là encore, ça met en avant un besoin non assouvi qui est de se sentir important finalement. Mais il y a aussi, on parle des parents, mais il y a aussi des enfants qui... il y a aussi des enfants qui vont entrer aussi dans la manipulation. Hein. Ce ne sera jamais volontaire. Ah, mais dès là, il y a des côtés pas que là-bas.
Parce qu'ils sont opportunistes. Voilà. Mais c'est pas de la manipulation. Ce sera quoi, alors? C'est pas de la méchanceté, en Je fait. sais pas si vous vous rappelez. Un enfant ne fait... excuse-moi. Il peut pas être méchant. Voilà, il peut pas être méchant. Un enfant va toujours agir dans son intérêt. Mais ce sera jamais de la méchanceté contre toi. Et c'est ça qui... Mais le mensonge, ça va rentrer dans quoi alors? Imagine, parce que je te donnais l'exemple de la publicité, je sais pas si vous vous rappelez, un petit garçon qui était allé chez son papa, il disait j'ai faim, comment ça t'as pas mangé, fait le repas, il va chez sa mère, maman j'ai faim, comment ça t'as pas fait le repas, la maman fait le repas aussi. Donc l'enfant il est conscient, ça reste de la publicité, mais bon. C'est un exemple quand voilà, même. c'est un exemple, mais je sais qu'il y a des enfants qui pourraient faire ça. Ils vont regarder, quand je parlais de le caga des côtés Pâques là-bas, eh ben, comme tu disais, ils vont regarder aussi, ils seront opportunistes par rapport à eux, mais ça reste quand même de la manipulation. Moi, je vois comme de la manipulation. Mais ils ne font pas ça n'importe où. Tu dis bien que tu vois ça dans une pub, il a pu très bien le voir lors d'un dessin animé. Ouais. Il y a quelque chose qui lui a renvoyé ça. Il ne le met pas en place comme ça s'il n'a pas eu un modèle, quoi, en fait. S'il n'a pas eu un modèle... oui, le reflet, j'ai compris. On peut même pas... Le parent qui dit, qui peut tout contrôler, chapeau, je lui donne toutes mes félicitations dès ce soir, qui peut tout contrôler chez son enfant, je lui donne toutes mes félicitations dès ce soir. Je ne pense pas que quand on a des tâches, on a une vie, on travaille, etc., on ne peut pas contrôler chaque dessin animé, série que l'enfant regarde. L'influence. Je redis dernièrement, je parlais il n'y a pas si longtemps, il y a quelques heures avec ma fille, et qu'elle me dit, je lui ai dit, t'as un doudou, ton petit chéri et tout, puisqu'on parlait un peu de situation, une petite copine qui avait une difficulté, je lui ai dit, toi, tu as un doudou? Subtilement, je lui pose la question, ah, mais moi non, etc. Et elle me dit, ouais, je lui ai demandé à une copine si elle a un crush. Alors je lui dis, c'est quoi un crush? Et tout, tu vois, pour questionner, même si on a la définition, c'est amener l'enfant à mettre des mots sur, voir si on a la même interprétation des choses. Et j'étais à côté de la plaque où, quand certaines personnes, les adultes parlent de crunch, et elle me sort, non, c'est pas un crunch. Un crunch, c'est la barre de chocolat qu'on mange. Donc tu vois, ils ont des termes. Ils disent crush. Ils disent crush. Alors c'est de là que je lui demande, mais t'as pris ça où? Ce mot-là, mais cette définition-là, tu l'as eu où? Tu parlais d'éponge, ils absorbent. Voilà. Donc en fait, elle sait même pas là où elle l'a entendu en fait. Mais c'est une expression qui court dans les rues, en fait. Et donc mais elle l'a intégré, le mot, elle l'a intégré. Ça va vite. Ça va vite. C'est comme un virus, en fait. C'est comme un virus. Elle l'a intégré et c'est que crutch, c'est ça. Okay. Mais en fait, elle ne sait pas d'où ça sort, si vraiment ça existe dans le dictionnaire. Elle l'a entendu. Et à travers tout ça, on vit dans une société, l'enfant a toujours un modèle qui lui transmet, que ce soit à travers la société, que ce soit à travers la télévision, ça sort toujours quelque part. Mais les enfants ne sont pas méchants. On me l'a dit, je l'ai vécu, l'ayant vécu, que ma fille, elle était méchante à l'âge de 1 an. Comment on peut dire à 1 an qu'un enfant est méchant? Ou qu'elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et tout. J'étais pas présente, je me souviens, lorsque ça s'est passé, quand elle a posé l'acte sur un enfant. C'est parce qu'elle avait poussé un enfant. Mais après, c'est une enfant qui a parlé très tôt. Et quand elle a commencé à mettre des mots, j'ai compris que l'autre enfant fouillait dans la poubelle et elle lui disait de ne pas fouiller, que c'était pas bon, qu'il y avait des bactéries et tout. Il était plus petit qu'elle. Et lui, il ne comprenait pas l'enfant. Donc, lui, il l'a poussé, donc elle s'est défendue, elle a poussé et ça n'a pas fini, ça s'est pas arrêté. Donc, on la voyait, elle qui posait les faits. On n'a pas vu ce qui avait été posé en amont, mais les deux ne sont pas responsables à cet âge-là. C'est simplement de leur expliquer ce qui s'est passé, mettre des mots. Et c'est encore plus dur quand ça vient du cercle familial qui pose de tels mots forts. Et comme il disait, c'est comme ça que les enfants peuvent être et garder des traumas et des rejets, des notions de rejet au sein des familles. Voilà. Pression parentale, pression familiale. Exactement. Pression amicale. Pression sociétale. Non, mais en fait, cette pression-là, ce mot est partout finalement. Elle est omniprésente. Et effectivement, moins on se connaît, plus cette pression prend de la place. En fait. Et c'est difficile à gérer. Sincèrement, une américaine.
Une émission, pardon. Mais qui ça? Une émission. Une non. quoi? J'ai pas C'est dans la compris. boîte. Marvin, je compte sur toi. Bon, hein. C'est ça? Non, une émission super enrichissante, intelligente. Ça va rester longtemps, ça. Je veux pas voir ça dans le making of. Vidéo gag. Parce que comme il voulait faire des rires, il était Ça parti. arrivait, moi, ça arrivait. Dans la tête, c'était bon, mais pas à l'oral. Non, c'est cool. Hier soir, on a entendu une expression par le parent monstre. Dédicace pour. Le parent monstre, c'est le parent à qui on attribue le mauvais rôle à son insu. Donc, quand quelqu'un dit ton papa est ceci, ton papa est C'est cela, ça. ben, l'enfant pense que la personne est méchante. Oui. Et, Que ça reste. Ou bien sinon, si tu fais cette bêtise-là, j'appelle. j'appelle ton papa, il a le mauvais rôle, c'est toujours pour l'autorité. Excuse-moi de t'avoir interrompu. Tout à fait. Ouais, Et, exact. ça aussi, c'est une manipulation, c'est de l'aliénation, c'est méchant, c'est du vice aussi, faire croire que l'autre parent est mauvais en fait. Alors que je trouve ça mesquin de faire croire à un enfant que son parent est forcément mauvais. C'est méchant. On est méchant quand même les adultes. Mais hein. c'est parce qu'on veut que l'enfant prenne notre parti. C'est ça. Faut être le meilleur parent, le plus cool. Et même au niveau du parent qui garde ce costume-là, c'est-à-dire qui garde le costume d'être mauvais. Par exemple, dans un couple, on dit toujours qu'il y a quelqu'un de plus dur. Mais des fois, tu n'as pas forcément envie d'être tout le temps dur. Exact. Mais il ne le faut pas. Enfin, c'est vrai que moi, ce que j'apprends, pas j'apprends parce que bon, c'est quand même un peu ça. J'aime pas trop ce terme-là, mais ce que j'enseigne en fait aux parents que j'accompagne, c'est que dans la parentalité, il y a toujours deux facettes. Il y a le côté maman, papa, et puis il y a le côté mère et père. Ça veut dire qu'on ne peut pas toujours être dans le jeu avec les enfants. On ne peut pas toujours être dans l'amicalité avec l'enfant. Il faut aussi, non pas obligatoirement en passant par les injonctions, mais être dans la demande. Ça Faire veut la part dire... des choses. Comment ? Faire la part des choses. Oui, il faut aussi savoir être dans la demande, être dans l'autorité, parce qu'un enfant a besoin de cadre, un enfant a besoin de se sentir aussi en sécurité, parce que c'est par le cadre que l'enfant va se sentir en sécurité, et être aussi dans la légèreté, parce que l'enfant, il a besoin aussi de se sentir épanoui avec son parent. C'est-à-dire qu'il ne peut pas non plus être là tout le temps comme ça, cintré, parce que... doit être compitchette. Voilà, doit être compitchette, parce que le parent est là. Il faut aussi qu'il arrive à se sentir libre, même en présence de son parent. Donc, il faut pouvoir jongler avec chaque enfant. Ouais, je vois des parents, j'ai des flashs là de parents qui regardent leurs enfants et qui disent non, ça vient pas de moi. Oui, bien sûr. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas moi. Ça c'est pas. Côté papa et Oui, Ouais, côté, ouais, exactement. Ah, Moi, côté grand-maman. pas que j'ai fait ça si c'était moi. Non, c'est vrai. C'est maladroit. Et c'est vrai, les enfants entendent. Hein. Et puis, il y a un truc que vous avez dit, je crois que c'est toi qui disais ça, Marie-Alice. Il est vrai qu'en tant qu'adulte, on pense que notre enfant doit être notre vitrine. Et en fait, c'est une erreur de penser ça. Ouais. C'est une erreur de penser ça parce que voilà. Je prends mon cas dans le sens où bon, j'ai mon côté rebelle, mon côté militant, etc. Et des fois, dans certaines de mes actions, ben, ma mère, elle comprend pas. Tu vois, et des fois, ça crée des conflits parce qu'il faut que j'explique. Si elle comprend pas, on se comprend pas. Si on se Mais c'est comprend parce qu'elle pas. elle va peut-être penser Mais elle a qu'elle a plus peur, raté en fait. quelque chose parce que... Ouais, voilà, elle va pas comprendre que j'ai osé faire un truc comme ça. Et moi, j'ai dit, mais ouais, mais moi, c'est moi. Moi, c'est moi. C'est tout. Moi. Et des fois, on appelle ça le mouton noir de la famille. Je sais pas si vous avez déjà entendu cette expression-là. Dès qu'un enfant ne fait pas comme on veut qu'il fasse, le mouton noir, etc. C'est ça. Ça peut poser problème. Les comparaisons, pourquoi j'en ai parlé, c'est aussi parce que comparer votre enfant à un autre enfant, par exemple, ça crée forcément un trauma parce lui aura l'impression qu'il n'est jamais assez bon pour la personne qu'il aime. Tout à fait. C'est chaud. Il y a Inka qui nous donnait l'exemple de la réunion des parents, dédicace à Inka, qui expliquait qu'il travaillait bien à l'école. Et en fait, ses parents venaient à la réunion de Ah l'école, oui, quoi. je me rappelle. Et en fait, comme il travaillait bien et que les profs lui faisaient toujours des éloges, eh ben, ils ont arrêté d'y aller. Et pensant que, moi je pensais que Inka allait se dire, bon, c'est cool, c'est bon, mes parents n'ont pas besoin. Et Inka nous disait que lui, il pensait Il a mal vécu. il a mal vécu parce qu'il s'est dit que ça y est, mes parents ne s'intéressent plus à moi. C'est ça. Et c'est là que je reviens à la maladresse, C'est etc. ça. Et j'aurais jamais pensé à cet angle de vue-là, en fait. Parce que, comme je le disais, moi, je pensais plus que c'était que tu donnes des responsabilités à ton enfant. Tu lui dis, tu as confiance en lui. Voilà.
il le a, lâches. et qu'il comprend en fait. Gérer. Et qu'il comprend forcément Voilà. ça en fait. Et l'enfant peut Et en fait, comprendre, non. l'enfant va comprendre autrement, On peut comprendre ça à l'envers, enfin dans l'autre sens. Quoi. Oui, dans son sens. dans son sens. En plus, on n'a pas la même carte du monde. Donc, Exact. On n'a pas la l'enfant même voit sa pauvreté, vérité, Voilà, ouais. l'enfant voit sa carte, on voit notre carte. Et même à l'âge adulte, il faudra que nous aussi, l'enfant qu'on est en train d'aider à se construire, entre guillemets, il faudra qu'on accepte, arriver à l'âge adulte, souvent les parents ont du mal à se défaire parce qu'ils ont voulu faire, comme tu dis, la vitrine d'eux-mêmes et ont du mal à faire ce détachement quand l'enfant devient à l'âge adulte et se dire... l'enfant fait sa vie. Même, on a toujours ce traumatisme transgénérationnel qui se transmet, même dire comment lui dire comment faire quand il a son enfant, etc. Et on a du mal. Il faut qu'on arrive. Je vais terminer cette émission d'abord en vous remerciant, mesdames. Je vais te remercier, je ne t'oublie pas. J'ai une petite annonce à faire. Ben fais-la, vas-y, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Une petite annonce pour vous, pas auditeurs, C'est le téléspectateurs. moment pub, dès qu'il Voilà. sourit, c'est le moment. Une petite annonce, si vous voulez participer, c'est-à-dire qu'on a lancé pour la fin de nos émissions, si vous souhaitez, vous pouvez nous envoyer un petit message, soit une petite vidéo, bien, nous Moins adresser d'une minute. de moins d'une minute, sous l'adresse papapagénitech44@gmail.com. C'est bien ça, C'est Olivier? bien ça. C'est écrit sur l'écran, t'inquiète. Voilà, donc si vous avez un petit message pour l'un de vos proches, n'hésitez surtout pas, on va le diffuser. Soit si vous êtes timide devant la caméra, vous envoyez un petit message, on va le diffuser également. Voilà. C'est pour garder ce petit côté lien, L'interaction, la bonne l'interaction, énergie, l'amour. l'amour. C'est nous, quoi. Voilà, on richesse a là, richesse là. Nous allons propager richesse là aussi à des émissions, nous, hein, en Voilà. vrai. Ben, les amis, moi, je vais finir par une phrase. Aucun parent ne devrait avoir le droit d'utiliser son gosse comme outil de chantage. Je dis bien aucun. Je l'entends souvent, on l'entend souvent. Je trouve ça malheureux. Un enfant, c'est pas un outil. Un enfant, c'est pas une marchandise. C'est pas, je sais pas quoi. Un enfant, c'est un être humain comme tout le monde qu'on doit chérir, à qui on doit transmettre, en tout cas du mieux qu'on peut, de très bonnes énergies. Donc, ça, c'était la petite parole. En fait, je voulais vous dire merci avant, mais je me suis embaigné les pinceaux. Merci, Foxy. Avec plaisir. Ben, c'est toujours un plaisir. Marie-Alice de même. Merci en grand. Oui, toujours le plus. Jonathan, merci, immense merci. Ok. À vous tous et toutes, merci de nous accorder un peu de temps. Merci à tous ceux qui participent sur nos réseaux. Insta, Facebook, on est où là? On est partout. Ah. YouTube, on va être sur Twitter, on va peut-être être sur, j'ai oublié l'autre, TikTok je crois. Moi aussi, me battait même ça. Non, mais, avec l'émission, avec la team radio, dédicace à Inka et Briscoe qui à 20h vont faire l'émission Papa Pagénitaire avec une autre thématique qui sera Parents, sexisme. l'éducation sexiste. Sexisme. Très important, 20h, vous restez connectés, tout va se faire en direct. Papa Pagénitaire, c'est le mercredi, c'est le jour de la parentalité, c'est officiel. C'est officiel, c'est moi qui dis ça, je vais assumer en grand. On est intéressé, suivre moi, Jonathan. En tout cas, passez une excellente soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Hein. Merci pour toute cette énergie. Merci pour cet amour. Bienvenue dans Papa Pagénitaire. À la prochaine. Il joue à besoin en papa au top. Il joue pas besoin en papa en tol. Il joue à besoin en papa non-stop. On wall moins les mots on néglige wall ou les passer pour nous mais l'esprit tipolo en tête tout toujours pas répéter tourner vos stations pendant il chou qu'à attend nous pour partager émotion.